Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors peut-être déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez? Vous pouvez peut-être répondre par le chat puisqu'effectivement les micros sont coupés en avance ainsi que les caméras. C'est bon. Ouais, ça a l'air d'être bien. Ah, c'est bon. Ok, bah écoutez, dans ce cas, nous allons démarrer ce webinaire intitulé donc Télétravail et les questions d'organisation. Tout d'abord, merci à tous de votre présence. Nous avons une centaine d'inscrits à ce webinaire. Aussi, effectivement, on va bien fixer les quelques règles qui s'imposent dès le départ, c'est-à-dire qu'on vous demandera de veiller à ce que vos caméras, vos micros soient constamment coupés tout au long de la présentation. Donc, vous avez la possibilité de communiquer via le chat et c'est donc via cette fonction que nous communiquerons, nous répondrons aussi à toutes vos questions à l'issue de la présentation. Donc, autre information importante, c'est que le webinaire est enregistré. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous demande bien de couper vos caméras. Et donc, il sera disponible en fait sur le site de Présence Bretagne sous quelques jours. Donc, Présence Bretagne, c'est donc l'association régionale qui regroupe nos 9 services de santé au travail de Bretagne. Donc, vous avez sur cette carte la répartition de l'ensemble des services avec donc des points bleus et jaunes qui indiquent les centres annexes qui sont répartis sur l'ensemble du territoire pour un service de proximité avec les entreprises adhérentes. Présence Bretagne en quelques chiffres. C'est aussi 735 500 salariés suivis, 71 200 entreprises adhérentes. Et nous sommes 848 professionnels au service de ces salariés, ces entreprises, avec la répartition suivante, 218 médecins du travail, 104 infirmiers, 138 préventeurs spécialisés, qui sont donc ergonomes, toxicologues, psychologues du travail ou encore conseillers à la prévention, et 274 secrétaires médicales. Donc là, il s'agit de la deuxième rencontre santé-travail, organisée ce 24 septembre sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est l'occasion pour nous en fait de présenter ce que nous avons appelé la prévention en action, c'est-à-dire toute l'activité de conseil que nous déployons auprès des entreprises tout au long de l'année au quotidien. Alors cette année est particulièrement marquée par la pandémie et la crise sanitaire que nous traversons. Et donc, nous avons dû adapter nos activités de conseil afin de coller à l'actualité par des conseils pour la mise à jour du document unique, des conseils pour la désinfection des locaux, pour la protection individuelle, la protection collective, également la prévention des RPS, la prévention des TMS. Donc, autant de sujets incontournables qui légitiment l'action de prévention des services de santé au travail. Et Présence Bretagne fait partie du réseau national Présence. Alors maintenant, après cette présentation générale, pour entrer dans le vif du sujet sur notre webinaire Télétravail, une question d'organisation, nous allons le co-animer à 4. Je vais me présenter. Hélène Guasco, je suis ergonome, responsable du pôle IPRP pour le service de santé au travail interentreprise de Quimper. Et il y aura également Céline Collin, ergonome, Romain Perronneau, Aurélie Billard, tous trois sont ergonomes aussi, à la Mième, qui couvre le département du Morbihan. La présentation devrait durer environ 1 heure. Je rappelle que pour poser vos questions, c'est via le chat, que nous les prendrons à la fin du webinaire. Voilà. Et pour l'instant, je vais tout de suite passer la parole à Céline, qui va vous faire une présentation générale du webinaire et qui interviendra sur les risques pour la santé qui sont liés à une mauvaise installation à son poste de travail sur écran. Merci Hélène. Bonjour à tous. Ensemble, nous allons voir aujourd'hui toutes les problématiques liées au télétravail. Dans ce contexte de crise sanitaire, en fait, il s'est imposé aux salariés et aux employeurs éligibles au maintien de leur activité à distance, sans forcément y être préparés. Le télétravail est encore fortement suggéré par les recommandations gouvernementales pour lutter contre l'épidémie et il tend à s'inscrire dans la durée.
Donc, à travers ce webinaire, donc, nous allons voir comment prévenir la fatigue visuelle et les TMS donc, liés au travail sur écran, comment aménager son poste de travail au bureau et en télétravail, et donc comment l'organiser. Donc, quels effets sur la santé donc, du travail sur écran? En effet, il n'est pas évident et pas anodin en fait de travailler sur écran, donc ce n'est peut-être pas physique, mais il y a des contraintes et il peut avoir des conséquences donc, sur le corps humain. Donc tout d'abord la fatigue visuelle, qui est l'une des plus importantes problématiques du travail sur écran. Donc en fait le travail sur écran est associé à une diminution en fait de la fréquence des battements des paupières, qui est un mécanisme en fait qui permet d'humidifier l'œil. Généralement en fait quand on regarde son écran d'ordinateur, on cligne moins des yeux et ce mécanisme peut entraîner donc du coup une sécheresse oculaire et donc des irritations. Donc il y a différents symptômes, l'œil sec, les picotements, la vision trouble, les éblouissements. Donc plus généralement en fait ce qu'on observe, ce sont les maux de tête avec des difficultés à se concentrer. Donc ce sont des symptômes généraux qui peuvent être liés à plein de choses, mais aussi au travail sur écran. Donc, rassurez-vous, ces symptômes disparaissent avec du repos, c'est juste de la fatigue. Le travail sur écran ne va pas provoquer de défauts visuels comme la myopie ou la presbytie, mais va plutôt en fait être révélateur d'un de ces défauts visuels. Donc, la première étape, la première chose à faire, c'est de contrôler sa vue, c'est de faire un bilan chez l'ophtalmologue pour voir si vous n'avez pas besoin d'une correction. Parce qu'effectivement, si vous restez sans correction, le risque, c'est que vous allez forcer sur vos yeux. Et c'est là, par exemple, où les maux de tête peuvent arriver. Alors, comment limiter la fatigue visuelle? Donc déjà, il y a deux types d'éclairage. D'abord, il faut privilégier donc, la lumière naturelle, qui est l'éclairage indispensable à l'équilibre de notre rythme veille-sommeil. Et ensuite, il y a l'éclairage artificiel qui doit être homogène et qui vient assurer l'éclairement quand l'éclairage naturel ne peut pas le faire. Donc, la lumière naturelle, donc le soleil, finalement, qui est nécessaire mais qu'on ne contrôle pas, peut être gênant, notamment quand il passe devant notre fenêtre et qu'on se retrouve ébloui. Ou alors lorsqu'on est dos finalement à cette fenêtre et qui envoie donc du coup des reflets sur l'écran. Donc, on va se retrouver à se contorsionner, à se rapprocher de l'écran et pour finalement bien voir l'information. Et ça peut être néfaste, surtout si c'est fait de façon répétée. Donc, idéalement, il faudrait mettre donc, son écran d'ordinateur perpendiculairement aux fenêtres, à environ 1 mètre, 1,50 m, pour finalement toujours bénéficier quand même de cette lumière naturelle sans être gêné par celle-ci. Et il faut éviter aussi d'implanter son poste de travail dos ou face à la fenêtre. Une autre préconisation, c'est donc d'avoir une distance œil-écran d'environ une longueur de bras, ce qui représente environ 60-70 cm de soie. En fait, le travail sur écran entraîne toujours une vision de près. Et plus on regarde quelque chose de près, plus les muscles oculaires vont travailler. Et plus on regarde de loin, plus ils vont se détendre, plus les muscles vont être étirés. Donc, l'idéal, en fait, c'est si chez vous ou au bureau, vous avez le choix d'une pièce avec une fenêtre, c'est mieux. On préconise également de faire des pauses visuelles pour regarder au loin. Donc, par exemple, 20 secondes toutes les 20 minutes ou 5 minutes toutes les heures en coupant vraiment le travail sur écran, ce qui va vraiment permettre de détendre l'œil. Donc, plus je vais regarder loin, plus les muscles des yeux vont se détendre. Il y a d'autres petites préconisations, comme aussi donc, régler la luminosité et le contraste dans les paramètres de l'écran ou de Windows, et aussi de pouvoir grossir la taille du texte. Et en fait, idéalement, ça serait de pouvoir changer d'activité, de varier, mais ça devient de plus en plus compliqué puisque le travail sur informatique prend de plus en plus de temps.
Alors, les troubles musculo-squelettiques, souvent qu'on appelle les TMS, hein. Donc, on associe souvent les TMS en fait au travail en usine lié à la répétition des gestes, aux postures non adaptées qui vont être toujours les mêmes et finalement responsables de micro-lésions répétées au niveau des muscles, des tendons et des nerfs. Donc, le travail sur écran est aussi une activité à risque de TMS. Donc, il impose notamment, par exemple, une position statique qui peut même aller au-delà de 7 heures par jour, qui entraîne en fait des contraintes au niveau du dos et des tensions musculaires, et entraîner également des gestes répétitifs pendant de longues périodes, hein, notamment lors de l'utilisation de la souris et du clavier en parallèle, et des mouvements répétitifs au niveau de la nuque lorsqu'on regarde l'écran et les documents. Donc, les TMS sont multifactoriels, hein, on le verra à la diapositive d'après, et à composantes professionnelles, effectivement. Elles sont reconnues dans le cadre du travail en maladie professionnelle et inscrites donc, au tableau numéro 57 de la Sécurité sociale. Donc, les TMS s'expriment souvent par de la douleur, des raideurs, une perte de force ou une maladresse. Donc, on peut, par exemple, laisser échapper sa tasse, on va avoir du mal à serrer, à graffer. Donc, ce sont des signes à prendre en compte. Généralement, dans le cadre du travail sur écran, on va entendre parler plus du canal carpien hein, qui concerne le poignet. Donc, lui, il va toucher les nerfs, entraîner une perte de sensibilité. Et on va aussi entendre parler des cervicalgies qui désignent plus les douleurs au niveau du cou. Donc, comme je le disais, les TMS sont multifactoriels. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Comme les sollicitations biomécaniques, hein, qui sont les gestes qu'on effectue, l'amplitude des mouvements, s'ils sont répétés, s'ils demandent de la force, organisationnelle, avec les contraintes de temps, la charge mentale, le stress, donc là, on pourra avoir tout le matériel qu'il faut, mais si on n'a pas le temps de réaliser ses tâches, si on ne peut pas réguler son travail, ça ne servira pas forcément. Et des facteurs individuels comme l'âge, par exemple, hein, donc il y a une mesure qui peut se faire et qui nous rend finalement plus vulnérables aussi face à l'apparition des TMS. Donc, en résumé, le travail sur écran n'est pas si anodin que ça. Ce sont tous ces facteurs de risque qui peuvent contribuer à l'apparition des TMS. Après, je vous rassure, hein, ce n'est pas parce que vous travaillez sur écran que vous allez forcément développer des TMS ou avoir une fatigue visuelle. Par contre, si le poste de travail n'est pas adapté, ça peut arriver. Et donc, nous allons voir justement maintenant avec Romain, déjà pourquoi on s'installe mal et aussi comment bien aménager son poste de travail. Donc, je vous laisse aussi le temps que Romain puisse prendre la parole, hein, utiliser le chat et nous pourrons répondre à vos questions concernant ce sujet. Merci. Alors, quelques secondes, hein, le temps qu'on se connecte avec Romain. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter... pardon. J'ai juste un petit problème de diapositive. Hop, voilà. Alors, je vais vous présenter le pourquoi on s'installe-t-on mal. On connaît tous les bonnes postures, entre guillemets, donc pourquoi ne les adopte-t-on pas? Parce qu'une posture de travail, déjà, c'est un ensemble de paramètres. Ça dépend d'un ensemble de facteurs. Comme vous l'a dit Céline, c'est multifactoriel. Ça peut dépendre, par exemple, du matériel utilisé, un bureau trop bas, un siège non réglable, des périphériques tels que le clavier trop long, ça va conditionner une certaine posture. Ça peut dépendre aussi de la nature de la tâche effectuée. Par exemple, si la tâche demande de la concentration ou de la précision, ça va conditionner aussi la posture. Ça peut dépendre aussi des caractéristiques individuelles. Comme on vous l'a dit, on n'est pas aussi sensible selon l'âge, le sexe, l'état de santé face au TMS. De l'organisation du travail, malgré un aménagement du poste optimum, le stress peut aussi entrer en jeu. Donc, avec par exemple des pressions temporelles, des injonctions contradictoires, la répétition des tâches, etc., etc. Et enfin, ça peut dépendre aussi des facteurs d'ambiance. Par exemple, la luminosité. S'il y a un éclairage trop bas, on va avoir tendance à se rapprocher de l'écran pour mieux voir. Donc, ça conditionne aussi la posture. En fait, la posture, c'est la recherche d'un compromis entre l'ensemble de ces facteurs. C'est la recherche du meilleur équilibre. Alors maintenant, comment bien s'installer? Je vais vous donner quelques petits points de repère déjà par rapport au mobilier, au bureau et au siège. On verra ensuite d'autres points de repère par rapport aux différents périphériques.
Donc l'objectif, c'est la posture de moindre inconfort, c'est la recherche de la posture de moindre inconfort. Donc passer d'une position fermée, qui est difficile pour la circulation sanguine par exemple, pour le système digestif, et sans appui lombaire, comme on le voit sur l'illustration, à une posture plus ouverte avec appui lombaire. Donc on voit bien hein, sur l'illustration en rouge la posture plus fermée et en vert la posture ouverte avec le bon appui lombaire bien au fond du siège. Donc quelques conseils au niveau du bureau notamment. Donc la table et le bureau doivent être stables, il ne doit pas être bancal. Une profondeur de minimum 80 cm, notamment pour pouvoir disposer l'écran, comme on vous a dit, à environ 60-70 cm de vous et pouvoir disposer les différents outils dont vous avez besoin devant. Une hauteur idéalement réglable entre 72 et 74 cm. En fait, le 72-74 cm, ça va être la hauteur standard de bureau aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas adapté pour tout le monde. Donc, pour les personnes de plus petite taille ou très grandes, par exemple, idéalement, le bureau devrait être réglable. La surface devra dépendre de l'activité. Si vous utilisez des plans, notamment, vous aurez besoin d'une plus grande surface. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup d'outils, une plus petite surface. Et l'espace doit être libre pour les jambes, pour pouvoir les allonger notamment au cours de la journée. Au niveau du bureau, on va aussi conseiller l'alternance de posture. Pouvoir passer d'une posture assise à une position debout. Ce n'est pas toujours possible. En fait, l'homme déjà est fait pour bouger, il n'est pas fait pour rester statique pendant de longues périodes. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Donc, il va aussi avoir la recherche de posture de moindre inconfort avec la hauteur de plan de travail au niveau des coudes. En fait, il faut que vos épaules, par rapport à vos avant-bras, comme le petit trait blanc sur l'illustration, fassent environ 90 degrés. Donc, vous allez augmenter la hauteur du siège pour pouvoir avoir les épaules bien relâchées et c'est 90 degrés. Et si vous ne touchez plus les pieds au sol, vous pouvez demander à votre employeur l'utilisation d'un repose-pied. Maintenant, quelques conseils au niveau du siège. Donc, je sais qu'en télétravail, tout le monde ne peut pas avoir de siège. On verra par la suite comment s'organiser si vous n'avez pas de siège à disposition. Mais il nous paraissait important de présenter comment bien régler un siège. Tous les sièges n'ont pas les mêmes réglages et n'ont pas tous les réglages. Mais on va vous présenter les réglages les plus complets possibles. Déjà, au niveau de la profondeur d'assise, il faut bien s'asseoir au fond du siège et vérifier la profondeur d'assise. Il faut qu'il y ait environ 10 à 15 cm derrière vos genoux pour ne pas venir compresser si l'assise est trop profonde, le creux poplité derrière vos genoux où il y a tous les tendons et les nerfs qui passent. Et il ne faut pas non plus une assise trop courte pour pouvoir qui vienne compresser vos cuisses. Pardon. Généralement, la manette elle est sous l'assise à droite. C'est souvent une forme de barre, un peu comme sur un siège de voiture. Au niveau du dossier, régler la hauteur du dossier, renfort lombaire pour soutenir le creux lombaire. En fait, il faut que le creux lombaire que vous ayez dans le dos, enfin le renfort lombaire du siège vienne épouser le creux lombaire que vous ayez dans le dos. Donc souvent, la hauteur du dossier, c'est un système de crémaillère ou de molette à l'arrière du dossier. On peut aussi régler la tension de basculement, c'est pour avoir une position de repos. Donc souvent, la manette de déblocage du dossier est généralement à gauche sous l'assise. Et la grosse molette qui est au milieu sous votre siège, généralement, c'est pour régler cette tension de basculement. Au niveau de la hauteur de l'assise, c'est ce qu'on connaît le mieux en général et ce qu'il y a le plus souvent, c'est la manette à droite sous votre siège. Justement, comme je vous le disais, il faut avoir ces 90 degrés épaules avant-bras pour avoir les épaules bien relâchées. Si cette hauteur n'est pas possible, demandez un repose. Si vous n'avez plus les pieds bien à plat au sol suite à cela, demandez un repose-pied, sachant que le repose-pied doit être fourni au salarié qui en fait la demande, c'est dans le code du travail. Alors, au niveau des accoudoirs, régler la hauteur des accoudoirs dans la continuité du plan de travail. Il faut idéalement que les accoudoirs soient courts pour ne pas venir vous gêner, en fait. Et s'il n'y a pas d'accoudoir, prendre appui sur le plan de travail. Et si les accoudoirs vous gênent, ce qu'on va vous conseiller, c'est de les enlever, tout simplement. S'ils sont plus gênants qu'autre chose, généralement, ils sont assez facilement enlevables. Alors, à la maison, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir un siège, donc il faudra au minimum avoir une chaise avec un dossier. Donc, je vais vous donner des petites astuces pour vous faire ce dossier. Enfin, c'est des astuces qu'on connaît tous, mais des petits rappels. Et si possible, tester différentes associations de table-chaise pour être à la meilleure hauteur possible, enfin la meilleure hauteur de chaise par rapport à la table possible pour avoir ces 90 degrés comme vous expliquez. Donc, quelques petites astuces. Par exemple, pour un soutien du dos confortable, positionnez un coussin au niveau du creux lombaire. Pour être bien à hauteur, pour ne pas être trop bas et bien à hauteur, positionner un coussin d'assise, c'est possible aussi.
Et si vos pieds ne touchent plus le sol, par exemple, installer un carton, des livres, une caisse en dessous pour pouvoir être bien installé. Donc, on a vu comment installer son siège et son bureau. Aurélie va maintenant vous présenter comment régler les différents périphériques que vous avez sur votre bureau, les différents hauts périphériques. Donc, le temps qu'elle s'installe, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Merci. Voilà, quelques petites secondes en attendant qu'Aurélie se connecte. Et bien sûr, continuez à poser vos questions. Alors, bonjour. Alors, je baisse un peu l'écran. Je suis plus petite que Romain. Ça va? Bonjour, je suis Aurélie Billard, donc ergonome au service santé et du travail du Morbihan, la mienne. Donc, je vais reprendre un petit peu la suite sur les réglages des postes de travail. Alors, nous allons aborder du coup les dispositifs d'entrée. Alors, on va partir déjà d'un élément principal, l'écran. Donc, comment positionner son écran quand on est sur un poste informatique. Donc, idéalement, c'est de le positionner face à soi. Face à soi, du coup, pour éviter effectivement les torsions du dos et d'être effectivement sur le côté quand vous visualisez l'écran. Après, au niveau de la distance, l'idée, donc je répète un petit peu ce qu'a dit ma collègue Céline, l'interface œil-écran, on dit à une distance à peu près d'un bras tendu, ce qui permet de diminuer la fatigue visuelle. Donc voilà pour l'écran de manière générale. Maintenant, nous allons aborder la hauteur de l'écran. Donc la norme évoque qu'il faut avoir les yeux à hauteur du haut de l'écran. Donc ça, c'est la norme qui dicte ça. Pourquoi? Pour avoir effectivement la nuque assez droite et éviter les flexions trop importantes en fait de la tête. Donc ça, c'est la norme qui évoque cela. On a par contre des cas particuliers, souvent on observe ça en études de poste, lorsque les personnes ont des verres progressifs, on s'aperçoit que les personnes regardent souvent au niveau inférieur de leur verre, ce qui fait en fait qu'elles ont la tête qui penche vers l'arrière, on appelle ça des extensions du cou, et là effectivement ça peut être des postures contraignantes qui peuvent engendrer des cervicalgies. Alors, dans ces cas-là, effectivement, on préconise de baisser son écran pour éviter d'avoir la tête qui part vers l'arrière. L'objectif étant de garder la nuque droite. Donc, vous pouvez toujours demander à quelqu'un proche de vous, un collègue ou autre, de vous regarder quand vous êtes en train de travailler de façon à voir si votre tête est bien droite. Je reviens 2 petites minutes sur le réglage de la hauteur de l'écran. Donc, en général, de manière générale, vous avez des écrans fixes qui se règlent en hauteur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours trouver des petites installations, des petites astuces. Par exemple, rajouter des ramettes de papier sous vos écrans fixes. Hein, c'est souvent ce qu'on préconise. Comme ça permet de régler la hauteur de l'écran correctement. Donc, voilà pour l'écran. Donc, ce qu'on observe de plus en plus, c'est du travail avec double écran. Donc, on a un premier cas de figure où les 2 écrans sont consultés de manière régulière, fréquente. L'idée, là, c'est d'essayer de les ajuster au plus près, à plus grande proximité, pour éviter effectivement les trop grandes rotations de la nuque. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rapprocher au maximum vos 2 écrans et essayer de vous positionner de manière centrale par rapport aux 2 écrans. Donc ça, c'est vraiment dans ce cas de figure-là. Dans le second cas de figure, nous travaillons toujours avec double écran. On peut avoir un écran support, là, comme on voit sur le diaporama, le numéro 2 sert plutôt de support. Dans ces cas-là, il faut préférer se positionner face à l'écran qui est le plus souvent consulté. Donc, voilà ce qui est préconisé. Dans tous les cas, dans tous les cas, à travers ces 2 cas de figure, ce qui est nécessaire de faire, c'est de les régler les 2 à la même hauteur. Ça évite effectivement de trop bouger la nuque et de trop solliciter votre nuque. On préconisera aussi, dans ces 2 cas de figure, de faire des réglages identiques entre les 2 écrans, tout ce qui concerne luminosité et contraste. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si vous avez 2 écrans avec des contrastes et des luminosités qui diffèrent, le risque, en fait, c'est que votre œil est obligé de s'accommoder à chaque fois. Et ça aussi, encore une fois, ça peut générer de la fatigue visuelle. Donc, attention à réaliser ces petits réglages aussi. Donc, voilà pour les écrans fixes, du coup. On observe de plus en plus dans nos nouvelles organisations aussi l'utilisation d'ordinateurs portables, dans le télétravail principalement. Si vous avez une utilisation ponctuelle, on ne va pas insister sur les contraintes. Par contre, dans le cas d'une utilisation prolongée, ce qu'on peut observer, vu que l'écran est assez bas, c'est qu'on va observer une posture qui va tendance à aller vers l'avant et on va tendance à voir un petit peu le dos rond
lorsque vous travaillez sur PC portable. Donc, il est conseillé d'aménager aussi votre poste de travail lorsque vous êtes sur PC portable. Donc, il existe des solutions à cela. Alors, il y a la première solution, comme on le voit sur l'image ici, de rajouter une petite station d'accueil qui peut accueillir votre PC portable ou un écran additionnel comme on peut le voir ici. Ce qui permet, là, dans ce cas de figure, vous avez votre écran additionnel où vous pouvez régler la hauteur de l'écran et puis vous pouvez travailler sur votre clavier en le rapprochant auprès de vous sans contrainte. Donc ça, c'est une des solutions. On a une seconde solution. L'autre solution, c'est de rajouter un clavier ou une souris additionnelle. Et là, votre PC portable, vous pouvez le positionner à hauteur, comme ça vous convient, par rapport à la hauteur de vos yeux. Donc après, il existe de petits bricolages maison. Soit vous mettez des ramettes de papier sur votre PC portable, ou vous pouvez fabriquer aussi une caisse en carton ou en bois. Donc ça, c'est vraiment utile quand vous utilisez de manière très fréquente votre PC portable, notamment donc en télétravail. Quand vous êtes chez vous, c'est important de ne pas rester toute la journée avec le dos arrondi ou de trop grandes flexions des cervicales. Voilà. Alors, entre autres, voilà pour le travail sur PC. Alors, j'allais oublier un petit détail. Lorsque vous transportez votre PC portable, pour éviter des positions asymétriques, il est toujours intéressant d'avoir un sac à dos pour remettre vos documents avec votre PC portable. Ou alors, pour éviter le port de charge, vous pouvez toujours avoir une valise à roulettes, par exemple. Alors, maintenant, nous allons aborder d'autres périphéries, donc la souris et le clavier. Alors, pour la souris, ce qui est préconisé, c'est d'avoir une souris adaptée à la taille de la main. En fait, pourquoi on stipule ça? C'est parce que l'idée, c'est de ne pas avoir une souris trop petite, auquel cas, vous allez avoir un petit peu les doigts crispés et vous n'allez pas être sur une position neutre de la main. Évitez également d'avoir une souris trop grande, puisque là, en fait, vous allez être obligé d'étendre vos doigts. Donc, voilà, l'idéal, c'est d'avoir une position neutre de la main et d'avoir une souris adaptée en ayant vraiment la main dans une position la plus naturelle possible. Alors, il existe aussi des souris verticales. Alors, les souris verticales, là, on n'a pas un exemple. C'est des matériels qu'on peut mettre en place aussi. Ça évite en fait d'avoir des rotations de l'avant-bras. Ça correspond plus à la physiologie, finalement, de l'avant-bras, à titre indicatif. Alors, où positionner sa souris? Idéalement, c'est dans le prolongement de l'avant-bras à côté du clavier. Ce qu'on peut observer en étude de poste de manière générale, et d'où des pathologies des fois des épaules, c'est des latéralisations du bras, puisque la souris en fait est plutôt éloignée sur le plan de travail. Ce qu'on va préconiser effectivement, c'est de rapprocher au plus près la souris de son clavier. Ce qu'il faut éviter dans votre installation de travail sur écran, c'est par exemple ce qu'on peut voir des fois, c'est les calendriers sous les claviers. Alors vous voyez le calendrier, il y a une petite épaisseur qui fait qu'on ne peut pas rapprocher sa souris au plus près. Donc voilà, analysez un petit peu votre plan de travail, voir comment vous êtes installé et essayez de rapprocher la souris au plus près de vous. L'idée, en fait, c'est que votre bras se rapproche au plus près de votre corps. Voilà, ça évite des amplitudes des membres supérieurs et du coup, ça supprime des positions d'inconfort. Alors, en ce qui concerne le clavier, idéalement, c'est d'avoir le clavier à plat face à soi. Alors, un petit repère pour savoir si le clavier est face à soi, vous pouvez regarder sur votre clavier la lettre B. Idéalement, c'est que la lettre B soit un petit peu en face de vous, en face de votre nombril. Après, tout dépend de votre activité de travail. Si vous utilisez plus la partie numérique, vous pouvez effectivement déplacer un petit peu votre clavier en fonction de votre activité. Alors, donc, positionner son clavier face à soi. Idéalement aussi, c'est d'avoir son clavier pas trop éloigné sur son plan de travail. S'il est trop éloigné, ce qu'on observera en contrainte, c'est des bras trop en extension et une position penchée vers l'avant. Donc là, vous aurez encore le dos rond. L'idée, comme vous l'a dit tout à l'heure Romain, c'est vraiment d'être calé au fond de son fauteuil, les lombaires bien calés, de façon à vous tenir droit en fait. Il faut avoir la cage thoracique qui s'ouvre et non pas avoir le dos rond. Et là, en fait, vous vous refermez en position et vous partez vers l'avant. Donc, idéalement, dans ces cas-là, c'est de rapprocher un petit peu votre clavier. La norme préconise entre 10 et 15-20 cm du rebord du plan de travail, ce qui permet d'éviter un affaissement de la position. Voilà. Voilà pour la partie clavier. Alors, quand vous utilisez votre clavier, c'est ce que vous allez nous dire, c'est que effectivement, vous devez traiter des documents en simultané. Donc, attention également au positionnement des documents pour saisir sur votre clavier.
Donc, dans ce diaporama, on verra les contraintes souvent liées au positionnement des documents. Donc, ce qu'on peut observer de manière générale, c'est que les documents, quand vous faites du traitement informatique, on peut observer les documents qui sont positionnés soit à gauche ou à droite du clavier, ce qui peut générer des rotations et flexions de la nuque quand j'observe en fait mon document. Ou alors, le second cas de figure, comme on peut le visualiser sur ce diaporama, vous positionnez souvent vos documents devant votre clavier, ce qui génère des flexions vraiment importantes des cervicales. C'est pour ça qu'on a beaucoup de retours de cervicalgie du travail sur écran. Donc, il y a des solutions à ça. La solution, c'est d'éviter ces flexions importantes de la nuque et puis, voilà, d'éviter aussi de se pencher vers l'avant. Donc, les solutions, idéalement, en fait, c'est de positionner vos documents entre votre écran et votre clavier. Alors, il existe des supports documents, vous pouvez poser vos documents, mais vous avez d'autres solutions aussi beaucoup plus simples. Par exemple, comme l'image ici en haut à droite, vous pouvez avoir des classeurs épais inclinés que vous pouvez positionner entre votre clavier et votre écran. Ou alors, vous avez votre PC portable. Si vous avez, par exemple, un clavier additionnel, vous pouvez positionner vos documents sur votre PC portable qui est rehaussé. L'intérêt en fait de ces configurations d'aménagement, l'intérêt en fait c'est qu'on puisse rehausser l'information visuelle de manière à ce que les documents ne soient pas à plat sur votre plan de travail. Donc à partir du moment que vous rehaussez l'information visuelle, votre nuque va se rehausser en même temps. Donc là vous allez limiter les flexions des cervicales. L'autre intérêt aussi, c'est que vous continuez à travailler de face. Ça évite les torsions du dos quand vos documents sont face à vous. Alors là, vous allez me dire, la question qui va souvent revenir, c'est oui, mais moi, j'ai des phases d'écriture importantes sur mes documents. Alors, essayez d'organiser un petit peu votre travail en essayant de prendre vos documents au préalable et d'inscrire toutes les annotations que vous avez besoin. Et après, vous pouvez positionner vos documents sur le classeur ou un autre support qui permettent de rehausser et de travailler de face. Sinon, il existe d'autres matériels ergonomiques. Si vous avez beaucoup de phases d'écriture pendant le traitement informatique, il existe des supports documents avec des plateaux rétractables. Voilà, ça c'est du matériel plus spécifique. Si vraiment vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours demander des conseils à votre service santé au travail qui connaît ce genre de matériel et puis qui étudiera le besoin en fonction de votre activité de travail. Voilà. Alors voilà pour un petit peu les périphériques. Donc on va en aborder d'autres. Alors, le téléphone, souvent, on l'observe sur des postes d'accueil téléphonique ou lorsque vous avez besoin de communication sur votre poste de travail. Donc, la contrainte qu'on observe de manière fréquente, en fait, c'est soit le téléphone fixe ou le portable qui est positionné en fait entre l'oreille et l'épaule. Et là, on peut observer vraiment des flexions latérales très importantes avec un rehaussement de l'épaule puisque vous avez besoin de communiquer en saisissant en même temps. Donc ça, cette contrainte, elle est assez forte pour vos cervicales, encore une fois. Donc là, vraiment, il faut supprimer, je dirais supprimer, pas limiter, supprimer cette position-là, inconfortable, parce que si elle est réalisée à répétition sur un long terme, il y a un risque assez prépondérant pour vos cervicales. Donc la solution, si vous êtes dans un bureau seul, l'idée, c'est de mettre l'utilisation du haut-parleur, ce qui permet d'avoir une liberté des mains pour la saisie informatique. Donc, dans le cas où vous êtes vraiment seul dans votre bureau. Sinon, il est quand même important de s'équiper sur des situations comme celle-ci, soit d'avoir un casque téléphonique ou des oreillettes. Ce qu'on veut, c'est vraiment limiter, supprimer ce geste-là. Donc, voilà un petit peu pour la présentation des contraintes biomécaniques. On a essayé vraiment d'aborder l'ensemble des contraintes qu'on pouvait observer sur les postes de travail. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on essaye d'avoir les positions les plus neutres possibles, d'éviter de trop grandes flexions, que ce soit de n'importe quel membre, et éviter d'avoir des bras en extension, par exemple. L'idée, c'est vraiment d'adopter des positions naturelles. Ce que vous pouvez faire, un conseil, ce qui est important, nous, c'est ce qu'on réalise les ergonomes en études de poste. C'est assez parlant pour les personnes. Essayez de vous faire prendre en photo quand vous travaillez devant un écran. Et vous visualisez les photos, après vous voyez quand même les postures inconfortables. Et là, c'est beaucoup plus parlant pour vous. Ça vous permet de mieux vous corriger aussi, de prendre conscience un petit peu de vos postures. Donc voilà pour les conseils d'aménagement. Vous pouvez toujours poser des questions sur le chat. On essaiera de répondre, on va essayer de prioriser, de répondre à la fin du chat. Et maintenant, je vais laisser la parole à Hélène qui va un petit peu aborder le télétravail dans son organisation, puisque l'organisation est un élément plutôt clé du télétravail pour qu'il se réalise au mieux. À toi, Hélène, merci.
Merci Aurélie. Donc effectivement, pourquoi l'entreprise a tout intérêt à bien organiser le télétravail? En fait, effectivement, ce mode d'organisation du travail, le télétravail est un mode d'organisation du travail en soi, hein, a été testé dans l'urgence et la précipitation en mars dernier. Mais il reste quand même fortement recommandé aujourd'hui, notamment au travers du protocole national applicable aux entreprises depuis le 1er septembre, et principalement pour les personnes les plus vulnérables. Car en effet, c'est en fait un bon moyen de lutter contre la propagation du virus, notamment voilà, quand il est donc en zone de circulation élevée, quand on est en zone rouge ou classé en zone rouge par Santé publique France. C'est un classement, la zone rouge, que l'on trouve aujourd'hui, par exemple, pour le département d'Ille-et-Vilaine et peut-être aussi du Morbihan, mais je crois, d'après ce que j'ai bien compris hier, que ce n'est pas la même teinte de rouge pour les deux départements. Bon, en tout cas, il y a des avantages pour les entreprises au télétravail, hein, qui sont notamment des entreprises situées en zone urbaine, hein, car cela libère des mètres carrés de bureau. Et il y a aussi des avantages pour le salarié d'un point de vue économique et aussi pour une meilleure conciliation de la vie professionnelle, de la vie privée. Et également des avantages pour l'environnement, notamment par rapport à l'empreinte carbone liée donc au transport routier. Donc vous voyez qu'il y a des avantages de part et d'autre, mais aussi des points de vigilance, en fait, notamment par rapport donc au risque pour la santé, au risque potentiel d'atteinte à la santé physique, hein, c'est ce qu'on vient de voir auparavant, et puis aussi la santé psychologique. Donc ici sont listés de manière non exhaustive un certain nombre de facteurs de risque que l'on peut parcourir, parce que le télétravail en fait peut parfois accroître, donner le sentiment en tout cas d'un accroissement du temps de travail. Ça sont pour les salariés qui sont surengagés, hein, qui manifestent un surengagement parfois et ont un sentiment d'une charge de travail augmentée. On rencontre également chez d'autres salariés un sentiment d'isolement avec le stress associé à ce phénomène. Parfois aussi, le télétravail peut amener une perte de la cohésion d'équipe, avec la naissance de conflits ou de dégradation du collectif de travail. Par nature, le télétravail déshumanise le travail, de par les changements organisationnels qui sont associés. Donc, il faut que le salarié en fait, ait cette capacité à très vite s'adapter aux changements organisationnels et ce nouveau rapport aussi au travail, qui pour lui est quelque chose d'important. Les TMS, donc là je ne vais pas revenir sur ce facteur qu'on vient de développer. Également, on rencontre parfois chez certains salariés une perte de sens au travail. Là, c'est le phénomène de qualité empêchée, avoir le sentiment de faire un travail de moins bonne qualité. C'est lié aux nouvelles technologies et peut-être au fait qu'en fait, on n'a pas le soutien direct, l'appui des collègues, le soutien direct de l'encadrement à un moment donné. Et puis aussi, on peut voir du conflit éthique qui est lié là au contrôle, parce qu'effectivement, le contrôle de l'activité est différent et on a le sentiment parfois de devoir tout le temps justifier du travail que l'on réalise, de sa charge de travail. On a vu aussi apparaître de l'agressivité au travers donc d'un échange par l'intermédiaire d'un écran, de l'écran par exemple. En fait, c'est vrai que l'écran, la distance, en tout cas, ne préserve pas des impacts psychologiques liés à ce phénomène d'agressivité chez certains salariés. Et effectivement, les échanges sont parfois plus directs, on prend moins de gants, et ça, c'est effectivement parfois déstabilisant. Alors, comment faire face? Quels sont les moyens de prévention que l'on peut mettre en œuvre? Les conseils de bonnes pratiques. Notamment, principalement, donc, on va souligner le rôle important, le rôle essentiel du manager pour la mise en œuvre du télétravail. Au préalable, donc, avant la mise en œuvre du télétravail et pour assurer une meilleure gestion de l'autonomie des salariés, il est important que le manager prenne le temps de vérifier auprès de chacun des salariés qu'ils disposent bien des outils nécessaires au télétravail en termes donc de matériel, mais aussi de logiciels, de codes d'accès, etc. On vérifie aussi que le matériel dispose bien d'une caméra, d'un micro, hein, ce qui permettra de faciliter les échanges.
Aussi faire le point sur les difficultés organisationnelles potentielles ressenties par le salarié, notamment s'il doit garder des enfants à domicile, des enfants qui seraient mis à l'isolement. Hein, ça, c'est quelque chose qui arrive brutalement, qui n'est pas prévisible. Également, prévoir la formation, nouveaux outils et moyens de communication. Il faut proposer des tutoriels, des fiches pratiques, des procédures claires d'utilisation, par exemple l'utilisation de la visioconférence. Diffuser aussi les bonnes pratiques, les recommandations pour bien s'installer face à son écran. C'est ce qu'on vient de voir dans le chapitre précédent. Le manager va devoir également assurer le suivi de l'activité, car le télétravail s'accompagne et s'organise. S'il n'est pas encadré, il peut devenir un facteur de RPS. Donc, pour ce faire, il est important d'identifier et de lister toutes les activités et les tâches qui peuvent être réalisées en télétravail, et non pas une liste de salariés ou de postes. C'est totalement différent, car vous pouvez avoir un certain nombre de postes de travail dont toutes les activités ne sont pas réalisables en télétravail. Donc, d'où l'intérêt de vraiment lister des activités, donc de rentrer par l'activité de travail. Et donc, d'en favoriser les conditions de réussite en termes de temps, de matériel, de communication. Rester en contact avec le salarié, ça c'est aussi un facteur très, très important. Il faut s'entendre sur les attendus, fixer des objectifs qui soient clairs et atteignables, autant que possible, et préciser les indicateurs de suivi. Ces indicateurs de suivi ne sont pas forcément les mêmes que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, c'est vraiment adapté là à ce nouveau mode d'organisation. Et tout ça pour donner du sens au travail, en fixant des règles claires. Voilà. Il est important donc aussi de trouver un juste équilibre entre ce qu'on pourrait appeler le surcontrôle, hein, c'est-à-dire appeler tous les jours le salarié, ça c'est facteur de stress, et au contraire l'absence totale de suivi, qui serait là un facteur d'isolement. Donc c'est un dosage savant qu'il faut trouver pour avoir ce juste équilibre. Alors, un autre point de vigilance, c'est sur la charge de travail et le risque lié à l'hyperconnexion. Travailler chez soi ne signifie pas rester tout le temps connecté. Donc, pour ça, en fait, ce qui est important par rapport à la charge de travail, c'est de bien adapter par rapport donc, à ces journées qui sont donc télétravaillées, tout en respectant le droit à la déconnexion pour chacun des salariés. Donc, ça veut dire définir avec le salarié les plages horaires de travail. Ces plages horaires de travail sont différentes de l'horaire de travail habituel et aussi des horaires de travail collectifs. Il faut restreindre l'accès aux messageries professionnelles, logiciels métiers, en dehors de ces plages horaires, ou en tout cas, plutôt, en dissuader l'usage. Et aussi proscrire les réunions en dehors des horaires de travail habituels, avant 8 heures, après 17 heures. Le manager aussi aura le rôle d'inciter à la prise de pauses régulières, mais des pauses qui sont prises hors écran. Ça, c'est vrai que pour les jeunes salariés, c'est quelque chose de compliqué de faire des pauses sans avoir son portable entre les mains, mais je crois que c'est important qu'on puisse inciter ces jeunes à se déconnecter. Et tout ça, il faut le formaliser et au travers notamment d'un document qu'on pourrait appeler la charte du télétravail. Donc, il est bon de définir au sein de chacune des entreprises pour bien fixer les règles. En fait, cette charte, c'est un engagement mutuel à respecter un certain nombre de règles. Autre point important, c'est le maintien des relations de travail. Donc ça, c'est le rôle essentiel aussi de l'encadrement, c'est donc de veiller à ce que les salariés ne soient pas isolés. Car l'isolement, en fait, c'est un facteur de risque pour le salarié, risque de désengagement au travail et de mal-être. Donc, en fait, le bon dosage, probablement, ce serait de faire un point hebdomadaire
avec le salarié donc, en télétravail sur les objectifs fixés. Et tout en apportant donc des informations en feedback, un retour d'informations sur la vie de l'entreprise, ce qui s'est passé donc durant l'absence, ou en tout cas le travail à distance du salarié, et aussi apporter de la reconnaissance sur le travail réalisé à distance, bien montrer la place qu'a le salarié quand même dans la vie de l'entreprise. On devra aussi organiser le travail collaboratif, donc les réunions de travail via l'audioconférence ou la visioconférence, tout en respectant un certain nombre de règles pour la visioconférence, en privilégiant des temps courts, pas plus d'1h30, 1h30 maximum de visioconférence, et bien expliquer les modalités de prise de parole et permettre à chacun de s'exprimer. Il est important de continuer à mener à bien les projets collectifs avec les salariés en télétravail, notamment les salariés qui étaient déjà impliqués dans les projets, et voire même, pourquoi pas, en initier de nouveaux. Et aussi proposer ce qu'on appelle les rites hebdomadaires, de manière hebdomadaire, par exemple des pauses café en visioconférence. Il est préférable que ce soit l'encadrement ou l'entreprise qui soit à l'origine en fait de ces rites. Ça permet en fait, c'est mieux vécu, c'est mieux perçu, et ça permet aussi peut-être de mieux cadrer les choses. Alors, le télétravail après la crise, pour le faire donc perdurer après la crise, il est important de bien regarder ce qui s'est passé lors de cette période qui a entraîné donc une mise en place dans l'urgence du télétravail. Donc, il y a des organismes ont fait des enquêtes auprès des salariés et des employeurs pendant cette période, notamment l'ANACT, mais aussi l'assureur Malakoff Médéric. Et la première en fait, analyse, c'est de savoir qu'un salarié sur 2 concerné n'avait jamais travaillé à distance avant la crise. Ça, c'était important, donc c'était nouveau pour la plupart des salariés. Quels enseignements aussi en tirer donc, de ces analyses qui ont été publiées en juin dernier? Premier résultat, 85% des répondants souhaitent le faire perdurer de façon régulière ou temporaire après la crise. C'est un score qui est très fort. 88% des répondants estiment disposer d'un équipement numérique suffisant à la maison, mais seulement 67% un environnement de travail adapté. 79% ont vu leur activité redéfinie en télétravail et 69% leurs objectifs de travail redéfinis, ou au moins partiellement. Donc là, effectivement, ça montre bien ce changement d'organisation de travail. 70% des répondants ont bénéficié rapidement de réunions régulières d'équipe à distance et ont échangé avec leur manager au rythme d'au moins 1 fois par semaine. 45% ont le sentiment de travailler plus que d'ordinaire. Bon, ça, ce sont essentiellement des encadrants, des managers qui ont répondu ainsi à la question. Car c'est vrai que ça chamboule complètement le rôle d'encadrement. Et tandis que 36% ont le sentiment de travailler moins. Alors, les bénéfices relevés au travers de ces enquêtes, eh bien, globalement, une amélioration de la qualité de vie au travail, mais aussi la réduction de la fatigue, ce qui est lié donc à l'économie des temps de trajet, le gain de temps qui est en relation avec le point précédent. Le télétravail favorise le maintien dans l'emploi de salariés fragiles. C'est un point important, un point positif. Également, on peut constater une plus grande autonomie chez certains salariés. Le télétravail limite l'absentéisme. Donc ça aussi, c'est plutôt encourageant, c'est plutôt intéressant pour l'entreprise. On constate aussi des manifestations, un engagement accru au travail sur certains salariés. Et une meilleure productivité. Les salariés sont plus productifs en télétravail, ça a été donc constaté et puis donc manifesté par des employeurs et des personnes d'encadrement. Un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, vous voyez, un tas de bonnes raisons
pour inciter donc à pérenniser le télétravail, bien sûr en prenant soin de bien l'organiser et surtout de formaliser. Et ces échanges, en fait, cette organisation devra faire l'objet d'échanges collectifs en entreprise sur ses modalités de mise en œuvre. Et puis donc, bien sûr, une formalisation au travers de la charte du télétravail, qui peut être aussi bien rédigée par les TPE, les PME, puisque c'est un document plutôt assez simple, finalement. Ce n'est pas un accord d'entreprise. Voilà, pour résumer tout cela, donc pour faire perdurer le télétravail, il est important qu'on fasse ce retour d'expérience. Il est nécessaire ce retour d'expérience par rapport à la période passée. Il faut qu'on tire des leçons de ce qui s'est passé durant la crise, afin donc d'anticiper ce nouveau mode d'organisation pour bien l'inscrire dans la durée. Pour ça, l'entreprise doit absolument communiquer. Il faut communiquer en fait sur les possibilités et les limites, sur les activités qui peuvent être télétravaillées et celles qui ne peuvent pas l'être. Je pense qu'il faut être transparent là-dessus pour ne pas créer de frustration en tout cas. L'approche collective est importante pour bien aboutir à des règles partagées au travers de la charte. Et puis, ce qui est important, c'est de veiller aussi à un bon équilibre avec des temps en présentiel dans l'entreprise. Donc, ce dosage est également à définir en interne pour chacune des entreprises. Est-ce que c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours de télétravail pour l'activité concernée? Donc, tout ça, ce sont des règles propres à chacune des entreprises. Donc, il faut définir, on insiste là-dessus, de manière collective, au travers donc d'un document de cette charte donc à rédiger en interne et donc qui est un engagement mutuel entre donc l'employeur et le salarié. Voilà, je terminerai là-dessus. Donc on répondra donc tout à l'heure à toutes les questions à ce sujet et je vais redonner la parole à Aurélie pour la conclusion de ce webinaire. Merci beaucoup Hélène pour cette présentation complète pour l'accompagnement au télétravail. Donc voilà, c'est beaucoup d'informations. De toute manière, vous pourrez regarder en replay ce webinaire. Donc pour conclure, donc on va faire une petite conclusion et puis après on ouvrira un petit peu le champ aux réponses par rapport aux questions qu'on a pu recenser. Alors, que retenir vraiment le fond du problème? On parle de sédentarité. Alors, le mot est assez fort là sur le diaporama, la sédentarité tue. Effectivement, ça peut impacter vraiment sur la santé de manière générale, comme on peut le voir dans le schéma. Donc, c'est quoi la sédentarité? C'est la position statique. Ici, dans notre thématique, ce sera la position statique assise. Donc, en fait, on parle de sédentarité pour des positions statiques assises en moyenne 7h30 par jour. 7h30 par jour, c'est 7h30, ça peut faire partie des positions assises sur votre lieu de travail, mais aussi pendant votre temps de trajet, dans votre véhicule, trajet domicile, travail. Et puis, ça peut être aussi chez vous en position assise. Là, c'est une moyenne 7h30. On peut aller vraiment des fois sur des positions assises statiques pendant 9 heures par jour. Donc, c'est assez énorme. Donc, d'après vraiment des retours sur des recherches un petit peu médicales, scientifiques, il faudrait au minimum 1 heure de sport pour supprimer une partie des effets néfastes liés à de la sédentarité avec en moyenne 7h30 de position sédentaire par jour. Donc, on sait très bien que dans nos plannings, ce n'est pas toujours évident, effectivement, de vraiment suivre les préconisations toujours au mot. Du coup, il est toujours intéressant d'être sensible à ça et puis d'essayer de trouver des aménagements et puis des activités qui vous permettent effectivement d'être un petit peu moins sédentaire. Donc, c'est vrai que nous, on préconise effectivement d'avoir des positions plus confortables. Tant qu'à faire d'être sédentaire, être en position confortable. Et puis, l'idée, effectivement, comme on dit en ergonomie, on aime bien dire cette phrase-là, la bonne posture, c'est la suivante. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut bouger au maximum dès que l'on peut. Donc, on préconise effectivement, quand vous faites des pauses, de faire des pauses actives. Éviter de retourner face à un écran devant votre portable, par exemple. Vraiment essayer de bouger au maximum. Changer de position par rapport à d'autres activités. Par exemple, si vous avez des communications téléphoniques, vous pouvez très bien vous mettre debout, si c'est possible. Si vous avez de la gestion documentaire, essayez de le faire sur un plan de travail debout. Il faut essayer de trouver toutes les astuces possibles pour alterner au maximum ces postures.
Quand on dit des pauses actives, en fait, il ne faut pas attendre que la matinée se passe et se dire à 11h, moi, je fais ma pause active. L'idée, c'est vraiment de faire des pauses actives de manière les plus régulières possible. Idéalement, je dis bien idéalement, dans un monde idéal, ce serait de faire des pauses toutes les heures au niveau, alors je dis pause, c'est pause posturale, bien évidemment. On peut préconiser également des échauffements et étirements. Donc là, on n'a pas de documents à vous transmettre, mais il est toujours possible de vous référer à votre service santé au travail, qui a des documents en nombre suffisant pour proposer des échauffements et étirements sur votre poste de travail. Donc ça, c'est aussi intéressant à réaliser de manière régulière. Ensuite, la dernière slide qu'on va vous proposer, en fait, l'idée, c'est... on aime dire ça, on préfère agir en prévention. Dès qu'il y a un inconfort ou une gêne, l'idée, c'est vraiment d'intervenir en amont, puisque dès qu'on interviendra le plus en amont, on aura plus de marge possible pour aménager votre poste de travail. C'est vrai que quand la gêne s'installe en douleur et que la douleur peut devenir chronique, on peut arriver à des pathologies. Et là, on a moins de possibilités d'action sur votre poste de travail et on est sur la réparation. On est sur du maintien dans l'emploi, on est sur du curatif et c'est plus embêtant pour le maintien à long terme. Donc vraiment, il faut prendre conscience de ça, sensibiliser même les salariés de manière générale pour qu'on puisse effectivement arriver sur le champ de la prévention qui a beaucoup plus d'impact pour le long terme et qui est beaucoup plus bénéfique pour le salarié et pour les employeurs également. Donc voilà un petit peu sur la conclusion générale. Donc là, je pense qu'on va pouvoir répondre au chat avec toutes les questions qui nous sont parvenues. Donc, on va essayer de vous répondre en binôme avec Hélène. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui ont été souvent posées? Alors, la première question, c'était sur le ballon. Alors, voilà, la question qui a été posée, c'est qu'en pensez-vous de l'utilisation du Swiss Ball? Alors, le Swiss Ball, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est le ballon qu'on voit des fois qu'on peut installer à la place de son fauteuil. Donc, le Swiss Ball, nous, ce qu'on peut vous dire dessus, c'est que déjà, il y a le choix du Swiss Ball parce que si effectivement vous prenez un ballon qui est trop petit, vous risquez d'avoir les coudes en dessous du plan de travail et du coup d'avoir les bras surélevés lors de la saisie informatique. Donc là, il faut faire attention au choix du ballon. Il faut vraiment avoir un ballon qui arrive à une bonne hauteur par rapport à vous, de façon à ce que vous ayez les coudes au-dessus du plan de travail. Autre chose, on ne préconise pas de l'utiliser de manière quotidienne et ni toute la journée, parce que le risque, en fait, quand vous êtes assis dessus, c'est que à la fin de la journée, vous vous affaissez. Ce qui est intéressant, c'est de changer, en fait, de passer du ballon au fauteuil, ce qui permet d'alterner ses postures. Et puis, par exemple, à titre indicatif, on pourrait vous dire de l'utiliser entre une demi-heure ou une heure le matin et l'après-midi aussi. En fait, il faut prendre le temps d'essayer de changer ses postures. Voilà, en manière générale, ce qu'on peut vous répondre par rapport à ça. D'autres questions, du coup? Quelles sont les obligations de l'employeur concernant les équipements matériels pour le? Alors, la autre question, c'est quelles sont les obligations de l'employeur pour l'aménagement des postes, les équipements de travail, que ce soit fauteuil, repose-pied, clavier, dans le cadre général du travail des équipements. Donc, du coup, en fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment que l'employeur a identifié des contraintes sur poste, en fait, l'idée, c'est de répondre aux mesures de prévention en essayant de proposer à son salarié d'équiper son poste de travail. Donc, après, il y a des compromis évidemment à faire. Et dans le cadre du télétravail, Hélène, tu me rejoindras, ça fait partie de la charte que tu as évoqué tout à l'heure. Donc, c'est des accords qui sont passés entre… Oui, tout à fait. Nous, je pense qu'on peut faire des recommandations à ce sujet. Effectivement, il n'y a pas d'obligation. Je crois que l'accord national interprofessionnel ne le prévoit pas. Il faut savoir qu'il y a un accord qui est en cours de négociation en ce moment. On vient de l'annoncer au niveau des partenaires sociaux. Donc, il faut attendre le contenu de cet accord. Mais c'est vrai que le dernier accord interprofessionnel n'a pas fait état de cette obligation pour l'employeur. Mais nous, bien sûr, nous le recommandons au niveau du service de santé au travail. Alors, l'autre question, y a-t-il un modèle de charte de télétravail? Alors, effectivement, alors non, en fait, justement, là, il n'y a pas de modèle type. C'est vraiment quelque chose à adapter au cas par cas. En fait, ce que j'ai voulu vraiment souligner, c'est cette adaptation vraiment qui colle vraiment à l'organisation propre de chacune des entreprises.
Donc, c'est quelque chose qui va se travailler en collectif au sein de l'entreprise et qui était vraiment à définir avec les salariés dans l'entreprise. Merci Hélène. D'autres questions? Pour compléter, est-il nécessaire de faire un avenant au contrat de travail quand le télétravail est mis en place? Alors, est-il nécessaire de faire un avenant pour la mise en place du télétravail? L'avenant au contrat de travail, Oui. en fait, si ça devient pérenne, effectivement, peut-être, là, il faudra voir avec les juristes de l'entreprise hein, si c'est nécessaire. Mais en tout cas, toutes les modalités d'organisation du travail que l'on vient de développer, celles-ci sont vraiment instituées, à inscrire en plus donc, hein, du contrat de travail au sein de cette charte qui sera vraiment aussi un engagement mutuel à respecter un certain nombre de points, parce qu'on ne peut pas tout écrire dans un contrat de travail. Là, on est vraiment sur des règles de fonctionnement en fait, qui sont vraiment à discuter au sein de l'entreprise. Au même titre que l'on discute, qu'on négocie des choses dans les accords d'entreprise hein, pour les entreprises de plus grosse taille. Mais là, en fait, pour les petites entreprises, on ne va pas négocier un accord forcément. Donc, en fait, nous, on préconise vraiment la rédaction de quelque chose de beaucoup plus simple, qui est une bonne charte de bonne pratique en tout cas. Voilà. Alors, pour compléter aussi, Hélène, nous, c'est ce qu'on peut proposer à la MIEM. Je pense que ça va se décanter aussi au niveau d'autres services de santé au travail. On propose aussi un accompagnement à la mise en place du télétravail avec tous ces conseils-là auprès des employeurs et salariés sur des accompagnements collectifs. Donc, ça peut toujours être intéressant. Et puis, ça permet d'avoir des échanges pour vraiment conforter chacun et puis s'accorder vraiment sur la mise en place du télétravail, quoi. Voilà, c'est ça. C'est donc au travers de la conduite de projet. En fait, en soi, c'est un projet qu'il faut donc en fait conduire comme on conduit un projet au sein de l'entreprise. Autre question? Est-ce que les membres du CSE doivent se positionner sur ces sujets-là de la mise en place du télétravail, c'est ça? Oui. Je crois oui, je crois qu'effectivement, hein, ça va de soi. Oui, tout travail. changement d'organisation de travail qui modifie les conditions de travail sont effectivement à discuter aussi, enfin en tout cas, à discuter au sein du CSE, à présenter en tout cas aux membres élus du CSE. Voilà, ça permet d'intégrer vraiment le collectif de travail. C'est toujours intéressant, effectivement. Une autre question? A priori, on a fait un peu le tour des plus grandes questions qui sont revenues. Alors, une autre question, si un salarié refuse le télétravail, peut-on l'obliger à télétravailler? Non, je pense qu'il ne faut pas. Ça serait dommage d'en arriver là. Non, je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas en fait on ne peut pas l'obliger. Le télétravail, c'est vraiment basé sur du volontariat. Pour que ça fonctionne, hein, il faut que ce soit du volontariat. Donc, le salarié qui ne le souhaite pas, eh bien, il faut qu'il reste à son bureau, en fait. Et dans ce cas-là, effectivement, il ne faudrait pas non plus l'isoler. Hein. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on organise des réunions en visioconférence, pardon, il faut aussi l'associer en fait à tous les projets de l'entreprise et à toutes ces réunions au travers de la visioconférence. Avons-nous d'autres questions? On a fait le tour, a priori, on a fait le tour des plus grandes questions. Après, effectivement, nous, ce qu'on rappelle souvent, c'est dès qu'il y a des questions, des problématiques, il ne faut pas hésiter de venir voir son service santé au travail qui y répondra et puis qui pourra approfondir si le besoin est. Voilà pour cette D'ailleurs aussi, présentation. on peut peut-être dire aux entreprises que ce qu'on pourrait faire à l'issue de ce webinaire, c'est proposer aussi maintenant en interne aux salariés dans les entreprises qui télétravaillent, de pouvoir entrer aussi par le biais de la visioconférence en relation avec eux et puis donc les aider à s'installer face à leur écran. Ça pourrait être aussi une proposition des services de santé au travail. Voilà. Bon, bah, je crois que la conclusion est plutôt bonne. Une autre petite question, excusez-moi. Alors, la question, donc pour rappeler quand même, la présentation sera accessible en replay sur le site de Présence.
Voilà, donc vous aurez accès à toutes ces informations parce qu'il y a eu beaucoup d'informations diffusées. L'autre question de quelqu'un, est-ce qu'on peut avoir de la documentation pour accompagner au télétravail? Le support papier. Support papier. Alors nous, on a sur le site internet de l'AMIEM des petites plaquettes qu'on diffuse pour l'installation au poste de travail sur écran. Donc, je pense que tous les services santé au travail proposent voilà, des petites plaquettes, des documents, hein, c'est toujours possible. Donc, il ne faut pas hésiter à envoyer un mail ou téléphoner au service santé au travail qui pourra répondre très favorablement à votre demande de documentation et vous apportera des réponses. Voilà, pas d'autres questions? Bon, écoutez, Hélène, on va peut-être conclure du coup. On va remercier tout le monde d'avoir Voilà. participé et on reste à votre disposition, bien sûr, dans tous les services. N'hésitez pas à contacter votre médecin du travail. Voilà, merci à tous les internautes de votre participation. Bonne fin de journée. Au revoir à tous. Au revoir.